Bonjour à tous et toutes. Vous êtes très très nombreux, quoi. Ça fait plaisir. Ça montre que vous avez un vrai réseau, un bon partenariat. Et ça, soyez-en sûrs. Hein, c'est une chance, c'est un atout. C'est pas le cas sur c'est pas le cas sur tous les territoires. Et quand les gens sont isolés, confrontés à des difficultés comme partout, mais quand on est isolé, ben, évidemment, on est beaucoup moins fort. Alors, je vais faire le partage d'écran pour que chacun puisse suivre le petit PowerPoint que j'ai préparé, qui se trouve ici. Et on va voir si ça marche. Est-ce que tout le monde le voit? Alors, ça a l'air de fonctionner. En tout cas, moi, je le vois, donc je pense que ça fonctionne. Oui. Parfait. Parfait, parfait. OK. Par contre, je ne peux pas le faire défiler, mon truc? Normalement, vous devez pouvoir le faire défiler. Excusez-moi, il faut que je trouve le… Pas de souci. On est tous habitués à devoir gérer la technique en ce moment. Normalement, je pense qu'en… Ça y est. Voilà, c'est bon. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais ça a fait quelque chose. J'allais dire qu'il faut appuyer sur le retour chariot, mais là, ça veut dire que je fais partie de la génération où il y avait des retours chariots. OK, bon, là, c'est très rapidement le petit déroulé que je vous propose. On fera un petit peu de point de bibliographique. On parlera des représentations des imaginaires qu'il faut toujours bien identifier quand on veut réfléchir tranquillement sur un sujet. Je l'avais mis, mais je ne reviendrai pas sur les bandes de jeunes, etc., puisque vous avez déjà eu 2 interventions à ce sujet-là. Je me concentrerai surtout à partir du point 5, là, sur la méthodologie de la recherche que nous avons menée à Marseille sur les jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse, parce que vous allez voir que c'est très riche d'informations. Voilà, puis je terminerai par quelques réflexions sur la prévention. Rapidement, quelques petits points bibliographiques. Le numéro que vous venez de signaler, hein, Muriel, c'est le plus important. Donc, c'est une revue qui s'appelle Insaniat. C'est la revue algérienne de sciences sociales de l'Université d'Oran, où j'ai co-dirigé avec ma collègue algérienne Radija Mokedem un numéro spécial sur la délinquance juvénile et sa prise en charge socio-judiciaire, et avec des contributions qui proviennent de 7 pays différents du pourtour méditerranéen, des pays de l'Europe du Sud et du Maghreb. Donc, je vous renvoie à ce numéro où il y a en particulier 3 choses qui intéressent directement notre rencontre d'aujourd'hui. La première, c'est l'article que j'ai réalisé avec Daphné Bibard, qui est une de mes anciennes doctorantes. Et vous voyez la deuxième référence, c'est celle de sa thèse que nous avons fait soutenir en novembre 2019 et dont le cœur repose sur l'étude de plus de 1800 dossiers individuels de jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse. Hein, c'est le plus gros travail qui ait jamais été fait en France de ce type. Donc, je vais m'appuyer beaucoup dessus, bien entendu. Dans le même numéro d'Insaniyat, qui est intégralement et gratuitement en ligne, hein, dans le même numéro, vous trouverez aussi un article que j'ai écrit tout seul cette fois sur pour donner un petit peu donner les données statistiques et surtout aider à bien les interpréter, les statistiques de police, les statistiques de justice, hein, et comprendre ça. Je reviendrai tout à l'heure d'ailleurs sur les mauvaises interprétations des statistiques et les phénomènes de cercle vicieux, hein, consistant à s'étonner de ce qu'on a soi-même produit. Voilà, bon, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et puis toujours dans le numéro d'Insaniyat, vous le verrez, nous avons fait aussi un entretien biographique avec Marwan Mohamed, que vous avez donc déjà entendu, qui est un collègue et ami de très longue date. Voilà. Dans cette petite… Voilà, je vous ai mis aussi… Alors, je vous ai mis l'article de Cocard. Pourquoi? Juste pour rappeler ici que les phénomènes de groupes de jeunes, de bandes, en particulier chez les garçons, etc., sont très anciens, ne sont pas du tout spécifiques aux quartiers populaires des villes actuelles. Hein. La quatrième référence, c'est le livre que j'avais écrit avec Véronique Legoaziou il y a déjà une douzaine d'années, hein, sur la délinquance des jeunes, en utilisant déjà une méthode dont je vais me resservir aujourd'hui, hein, qui est celle de l'étude des dossiers judiciaires.
Bon, voilà, ça offre des points de comparaison avec aujourd'hui. Je m'en servirai à un moment donné. J'ai mis pour mémoire les travaux de Gérard Mauger, puisque c'est un des tout premiers sociologues français qui a travaillé sur les groupes de jeunes dans les années 70, ce qu'on appelait à l'époque les loupards, les zonards, etc. Je vous ai mis les deux livres de Marwan Mohamed, très importants. Le premier sur la formation des bandes de jeunes, le deuxième sur la question de la sortie de la délinquance. J'en dirai un mot à la fin de mon exposé. Également la thèse de Benjamin Moignard, qui porte sur le même sujet, la formation des bandes de jeunes en comparaison France-Brésil. Pour rappel, le petit livre que j'avais écrit en 2005 sur les tournantes, c'est-à-dire sur les viols collectifs, qui est tout à fait d'actualité aussi sur la construction de la délinquance juvénile comme problème public et la projection de tous les fantasmes qu'on peut imaginer dessus, en particulier évidemment les fantasmes de type raciste, que ce soit le racisme biologique ou le racisme culturel, pour le dire autrement, que ce soit le bon vieux racisme biologique anti-maghrébin ou anti-noir, ou le nouveau racisme culturel qui est en fait le racisme anti-musulman, façon soft de refourguer un truc ancien. Et puis en 2015, un livre collectif que j'ai dirigé à la documentation française sur la délinquance des jeunes, avec des historiens, des juristes et des sociologues. Vous retrouverez aussi un article sur les bandes fait par Marwan Mohamed. Oh. Et puis donc la thèse de Thomas Sauvadet, vous avez également déjà reçu. Voilà un peu le corpus essentiel à mes yeux sur lesquels il faut s'appuyer pour comprendre ça. Alors, un petit mot pour commencer, rapide, parce que je pense que tout le monde... tout le monde le pense déjà plus ou moins, mais c'est très important, quel que soit le sujet, au fond, la question de société sur laquelle on veut travailler. La première chose qu'il faut toujours faire, c'est repérer quelles sont les représentations, les imaginaires courants sur ce sujet-là, pour bien les repérer, pour pouvoir les mettre à distance. Parce que si on ne fait pas ce travail, on risque en permanence, en réalité, d'être influencé inconsciemment par ces imaginaires, ces représentations, et donc qui viennent ainsi polluer, voire même structurer sa façon de penser, alors que ce sont simplement des imaginaires et des représentations. Donc, si on prétend réfléchir froidement, objectivement à quelque chose, il faut toujours identifier d'abord les imaginaires pour les mettre entre parenthèses et essayer de regarder froidement et tranquillement ce qu'on a sous les yeux. Alors, en l'occurrence, évidemment, il y a la question de la délinquance des jeunes est prise dans de très puissants imaginaires, en particulier ce grand imaginaire historique de type décadentiste, qui consiste, vous le savez bien, à nous expliquer qu'à chaque fait divers, comme ça a été le cas encore en région parisienne il y a 4, 5 ou 6 semaines, là, on a eu 2 semaines pendant lesquelles on ne parlait que des bandes, des rixes, etc. À partir du moment où les médias mettent en série 2-3 faits divers, en réalité, et viennent plaquer par-dessus des explications générales, c'est-à-dire transforment les faits divers en des faits de société, de manière tout à fait indue, parce que ce ne sont que des faits divers. Mais comme on n'en sait rien, vous connaissez le principe du fonctionnement médiatique et politique, c'est qu'on veut absolument commenter dans les 48 heures quelque chose qui vient d'arriver. Or, dans les premières 48 heures, on ne sait rien de ce qui est arrivé. Enfin, on sait des choses factuelles sans intérêt, mais on ne sait absolument pas le fin mot de l'histoire, c'est-à-dire qu'on n'a pas compris véritablement l'histoire qui s'est racontée, qui sont les protagonistes en détail, quelles sont leurs histoires, qu'est-ce qu'ils connaissent, pourquoi étaient-ils en conflit, que s'est-il passé précisément. C'est des choses qu'on saura en général des mois après, à l'issue des enquêtes de police judiciaire, voire des années après à l'issue d'un procès. Bon, et encore, même des fois, au procès, on ne sait pas tout. Mais c'est sûrement pas dans les 48 heures qui suivent qu'on sait quoi que ce soit de pertinent. Or, c'est là que tout le monde veut parler. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on veut absolument parler de quelque chose qu'on ne connaît pas? Il se passe qu'on vient plaquer dessus, en réalité, des généralités qui préexistaient, et qu'on vient juste plaquer sur des faits qu'on n'a pas analysés. Et c'est ainsi qu'à chaque fois, et je fais ce métier depuis 25 ans, et ça fait 25 ans que je suis obligé de répéter la même chose, à chaque fois qu'on a comme ça des incendies médiatiques avec des mises en série de faits divers, eh bien, à chaque fois, on est obligé de venir dire que ces généralités qui sont plaquées sur les choses n'ont pas de sens, ne sont que des généralités sans intérêt, qu'il faut étudier les faits si on veut en parler, et que sinon, il vaudrait mieux se taire. Ce serait la seule chose sérieuse à faire. Mais évidemment, ce n'est pas ce que font les journalistes. Donc, ces discours qu'on va bien plaquer vont nous dire que forcément, ces jeunes, donc c'est bien, ils sont délinquants de façon de plus en plus précoce. Petite phrase, ils sont de plus en plus jeunes, de plus en plus violents. On a entendu ça 300 000 fois. Aujourd'hui, ils auraient des armes, comme si on venait de les inventer. Ils agiraient en bande, comme si on venait de les inventer.
Autrefois, il n'y aurait eu que des garçons et on aurait trouvé prétendument maintenant les premières bandes de filles, un grand classique aussi. Et puis l'idée aussi qu'on trouve souvent, c'est qu'autrefois, ces phénomènes ne survenaient qu'en milieu urbain, alors que maintenant, ça se répandrait dans le milieu périurbain et rural. C'est la métaphore de la contagion, hein, l'idée qu'il y aurait une espèce de mal qui partirait des villes et qui se répandrait vers les saines campagnes. Comme chacun sait, il ne se passe jamais rien. Et voilà. Bon, tout ça, ce sont encore une fois des imaginaires, hein, des jeunes qu'on décrit aussi comme systématiquement, à chaque fois, et depuis 25 ans que je l'observe, comme forcément n'ayant plus de morale, plus de repères, toujours la même chose. Alors, ça, c'est pour les prétendus diagnostics. Je dis bien prétendus, puisque ce sont des séries de lieux communs en réalité. Ensuite, en général, dans le débat public, eh bien, on cherche les explications, c'est-à-dire qu'on cherche les coupables, en fait, hein, puisque tout ça est en fait une indignation morale, ce n'est pas une analyse intellectuelle, c'est de l'ordre de l'indignation, de la peur, de l'imaginaire, mais pas de l'analyse. Donc, on cherche les coupables. En général, on commence par les géniteurs, hein, d'où le fameux thème de la démission des parents, grand classique. On entend également dire que l'école ne joue plus son rôle et que les enseignants n'ont plus d'autorité sur ces enfants. On peut entendre dire également que des petites phrases du genre bon, la prévention, ça fait 30 ans qu'on essaye et puis ça ne marche plus, on est passé à autre chose, c'est trop dur, il y a des choses qu'on ne peut plus faire, blabla, qui se terminera évidemment immanquablement par l'idée que, par ailleurs, la justice est laxiste, hein, bien sûr, et que c'est aussi la cause de tous nos problèmes. Alors vous voyez, ce discours, hein, quand on le met ensemble, on voit bien sa cohérence. Hein. Nous serions confrontés à des délinquants de plus en plus jeunes, de plus en plus violents, qui n'ont plus de morale, qui sont des garçons, mais de plus en plus aussi des filles, comme quoi vraiment tout fout le camp, hein, alors qu'elles devraient rester à faire de la couture, c'est bien connu, et qui par ailleurs se rencontrent même dans les campagnes, avec des parents qui ont démissionné, des enseignants qui n'ont plus d'autorité, des éducateurs qui servent à rien et des juges qui sont laxistes. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que ce discours ? En réalité, on pourrait le résumer en une seule phrase qui est tout fout le camp, ma brave dame, hein, mon bon monsieur, tout fout le camp, c'est plus comme avant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le discours du café du commerce, avant tout. Hein. C'est aussi un discours générationnel, soyons clairs, c'est le discours des personnes âgées sur les jeunes. Qui plus est, si on mettait un petit peu d'humour, on va dire c'est un discours générationnel début 21e siècle où les gens vivent de plus en plus longtemps avec de plus en plus d'Alzheimer. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont oublié que quand eux-mêmes étaient jeunes, c'est ce que déjà les vieux de l'époque disaient d'eux. Hein, voilà, une histoire qui n'en finit jamais. Alors je dis ça avec un peu d'humour, mais dans les publications, vous verrez les références de ça, c'est-à-dire vous verrez comment il est écrit en toutes lettres dans des livres, par exemple, de la deuxième moitié du 19e siècle, que nous sommes confrontés à des jeunes, plus violents, en bande, c'est-à-dire exactement les mêmes discours qu'aujourd'hui, il y a 150 ans. Hein, exactement. Voilà. D'où également une petite plaisanterie que j'aime bien faire pour détendre l'atmosphère, consistant à dire si depuis 150 ans, les jeunes rajeunissaient en permanence dans leur violence et leur délinquance, alors il y a longtemps que les nourrissons devraient braquer les banques. Il faut remettre le micro, là. On ne vous entend plus, monsieur. Il y a un problème de micro. Monsieur voilà. Micheli, Oui, voilà, c'est bon. Voilà. Le micro s'était arrêté, je ne sais pas pourquoi, désolé. Donc, on reviendra tout à l'heure sur la question de l'âge. Hein, on confrontera cette représentation-là à sa réalité. Mais donc, représentation, je répète, qu'il y a 150 ans. Hein, dès la deuxième moitié du 19e siècle, on trouve déjà de la littérature pour tenir ce type de discours. Donc, pourquoi reviennent-ils tout le temps, néanmoins, malgré leur évident aspect café du commerce? Mais ils reviennent tout le temps parce que ils sont l'objet d'instrumentalisation politique. Hein. Vous le savez, c'est évident, mais là aussi, il vaut mieux le rappeler, le dire clairement. Parmi sans doute la plus vieille rhétorique du monde, c'est la rhétorique de l'insécurité, hein, celle qui permet de dire c'est le désordre, c'est l'insécurité, votez pour moi et je vais rétablir l'ordre et la sécurité. Voilà. C'est probablement la plus vieille rhétorique politique du monde et qui continue à fonctionner. Donc, parmi les sujets dont cette rhétorique va s'emparer pour se déployer, la délinquance des jeunes est un grand classique. Ce n'est pas la seule, même sans c'est un grand classique. Ensuite, ça persiste du fait de ses usages médiatiques, on l'a déjà évoqué, hein, les médias adorent les faits divers criminels, tout ce qui est spectaculaire, qui provoque émotion, indignation, etc. Ça marche très très bien.
Donc, c'est voilà, un grand usage médiatique de ces émotions sur les faits divers et les jeunes. Ensuite, eh ben, c'est évidemment quelque chose qui alimente ce qu'on appelle couramment le sentiment d'insécurité en faisant souvent une erreur là-dessus, c'est-à-dire en sachant pas exactement qu'est-ce que c'est que le sentiment d'insécurité. Le sentiment d'insécurité, en fait, ça cache deux choses qui sont tout à fait différentes. Il y en a une qui sont simplement des opinions et des propos généraux qui consistent à dire, par exemple, on voit ça régulièrement dans des sondages d'opinion, hein, si on pose la question aux gens, Madame, Monsieur, est-ce que vous considérez que l'insécurité est un problème majeur en France? Vous avez régulièrement dans ce type de sondage les trois quarts des gens qui vont répondre oui. A fortiori, si le sondage est fait précisément dans une époque où les médias ne parlent que de ça, etc. Voilà. Donc ça, c'est une chose, mais c'est une opinion générale, impersonnelle, sur la société française en général. Et quand on analyse qui sont les répondants, hein, quand on regarde les statistiques précises du sondage en question, on s'aperçoit aussi que ce sont des opinions qui sont connotées politiquement, hein, sur une échelle droite-gauche. Très clairement, plus on se classe à droite politiquement, plus on a tendance à dire que l'insécurité, c'est terrible, etc. Bon. Donc ce sont des phénomènes d'opinion assez classiques et qu'on confond souvent avec une autre question qui consiste, que nous utilisons aussi dans la recherche, hein, qui consiste à dire dans une enquête, à demander aux gens, non pas Madame, Monsieur, est-ce que vous pensez qu'en France, en général, la société, ce qui est tout à fait impersonnel, mais à demander aux gens, vous, Madame, Monsieur, vous, personnellement, dans votre vie quotidienne, est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur chez vous, d'avoir peur en sortant dans votre quartier, d'avoir peur en prenant le bus, voilà. Et quand on pose ce genre de questions personnelle et précise, on arrive au résultat inverse, c'est-à-dire qu'on a au contraire 75% des gens qui disent bah non, jamais, moi tout va bien, il n'y a pas d'insécurité chez moi dans mon quartier où tout va bien. Voilà. Donc vous voyez, c'est très important à rappeler la différence qu'il y a entre une opinion générale impersonnelle sur la société qui reproduit au fond les stéréotypes du débat public, et puis ce que disent les gens quand on leur parle de leur vie à eux, leur vraie vie. Voilà. Donc le sentiment d'insécurité, si on veut dire par là le fait que les gens aient peur, ça concerne non pas du tout la majorité de la population, mais au contraire une minorité. Et les gens qui ont le plus peur, c'est-à-dire ceux qui peuvent même dire dans une enquête, il m'arrive d'avoir peur chez moi, par exemple, c'est une archi-minorité. C'est une proportion comprise entre 5 et 10% au grand maximum des gens qui répondent aux enquêtes, de la population, et qui sont en réalité on peut le voir aussi dans les enquêtes statistiquement, on peut voir qu'il y a des facteurs qui sont liés à cette peur personnelle et qui sont le grand âge, le fait de vivre seul, même si on est moins âgé, hein, et même si on a des enfants, donc par exemple des femmes seules avec des enfants, plus exposées à la peur, la précarité, le fait d'habiter dans des quartiers qui présentent des signes de dégradation, qui donnent l'impression qu'on est donc un peu abandonné au fond, hein, et que les choses se dégradent sans que personne ne réagisse. Bon, voilà. Il y a une série de facteurs qu'on voit comme ça émerger dans les enquêtes et dont on comprend que ce sont en réalité des facteurs de vulnérabilité. Hein. Parce que par ailleurs, quand on demande aux gens dans la même enquête, j'insiste, dans la même enquête, quand on demande non plus est-ce que vous avez peur, mais qu'est-ce qui vous est réellement arrivé, madame, monsieur, là, ces dernières années, et on s'aperçoit que les mêmes personnes qui déclarent avoir peur, pour la plupart d'entre elles, déclarent qu'il ne leur est rien arrivé ces dernières années. C'est typiquement le cas des personnes âgées, à qui il arrive à peu près rien, hein, qui ne sortent pas le soir, qui restent dans leur canapé devant leur télévision et qui déclarent avoir peur même quand elles sont chez elles. Bon. Donc on comprend ici que la peur a des ressorts propres qui n'ont rien à voir avec l'exposition objective au risque de délinquance. Voilà, la peur, c'est autre chose, c'est lié à la vulnérabilité des personnes. Et donc le sentiment d'insécurité, comme peur, et pas comme une opinion impersonnelle, mais comme peur, eh bien, en réalité, c'est un sentiment de fragilité, c'est une vulnérabilité. Oui, allô ? Il faut couper votre micro, madame, sinon vous entendez au téléphone. Merci de couper le micro, s'il vous plaît. Je ne peux pas le faire. Là. Ça y est, je l'ai fait. Merci. Merci. Alors, une dernière chose que je veux dire ici, sinon ce serait trop long, mais une dernière, c'est que ces discours sur les problèmes qui augmentent tout le temps, qui sont de plus en plus durs, il faut dire les choses comme elles sont. Ce sont des discours qu'on peut rencontrer parfois, y compris chez les acteurs de la prise en charge de ces problèmes, chez les professionnels, hein, y compris chez des professionnels qui ont par ailleurs un corpus de valeurs professionnelles, une déontologie, etc., qui se situe plutôt du côté de
du côté de la bienveillance, du côté du refus de la stigmatisation des populations fragiles, etc. Donc, concrètement, on peut même rencontrer des travailleurs sociaux, par exemple, qui peuvent tenir ce genre de discours. Et quand je l'ai rencontré à quelques reprises dans ma carrière, je me suis aperçu que le plus souvent, les personnes qui tiennent ce discours, qui entrent donc parfois en contradiction avec ce qui est par ailleurs les valeurs professionnelles qu'ils affichent eux-mêmes aussi, hein, sont en général en réalité des personnes qui sont tous, j'allais dire tout simplement, ce serait, ne le prenez pas mal, qui sont tout court, on va dire, qui sont en fait, qui expriment à travers ça un sentiment d'impuissance et une fatigue professionnelle. Et il faut être capable de le reconnaître, de le dire. Il n'y a rien de honteux, c'est parfaitement normal. Je dirais même que toutes les personnes qui sont, moi je dirais, qui sont en première ligne du social, hein, qui sont dans des métiers où, au fond, passez-moi le caractère familier du propos, mais c'est pour qu'on se comprenne bien, toutes les personnes qui se prennent au fond dans la figure tous les jours la misère sociale, la misère humaine, etc., et qui ont par ailleurs toutes quelques outils, mais des outils limités pour faire face à ces souffrances, toutes ces personnes sont en risque d'épuisement professionnel. C'est tout simplement usant d'être confronté en permanence aux conséquences des misères humaines et aux souffrances humaines, avec par ailleurs pas tant que ça de moyens, hein, pour véritablement y changer quelque chose durablement, etc. Voilà. Donc c'est très usant au fond. Et il faut simplement s'en apercevoir. Voilà. Il y a des moments où on peut être tenté, quand on est fatigué, au fond, et bien, du coup, forcément, le métier devient plus dur. Et si on n'est pas lucide, au lieu de comprendre que c'est parce qu'on est fatigué, on peut être tenté de dire que c'est la faute du public, au fond. C'est parce que le public est plus dur, que le métier, du coup, est plus dur. Alors qu'en réalité, c'est parce qu'on est fatigué. Voilà, ce qui est tout à fait différent. Je m'arrête là parce que sinon ce serait trop long. Je passe à mon propos suivant. Donc, je ne reviens pas sur l'histoire des bandes et tout ça, puisque ça vous a été déjà largement présenté. Je reviens au cœur de mon propos sur la délinquance des jeunes, donc de manière plus générale. C'est la commande de Mme Afessoli. Et donc, je voudrais présenter cette recherche que nous avons faite avec donc, comme opérateur principal la jeune femme dont je vous ai parlé au tout début, Daphné Bibar, qui était ma doctorante et qui a soutenu donc sa thèse fin 2019, dont le cœur empirique a consisté à se rendre, grâce à une collaboration exemplaire de la protection judiciaire de la jeunesse, qui nous a autorisé donc à nous rendre dans tous ces foyers, ces centres, dans un département, le département des Bouches-du-Rhône, et où Daphné a pu ainsi lire et recueillir les informations et ensuite les coder, les mettre dans une base informatique, et aussi de plus de 1800 jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse. Donc c'est tout à fait considérable. Et je vais alors me baser ici sur la première partie que nous avons exploitée et travaillée ensemble, qui portait sur la ville de Marseille, mais elle a fait donc l'ensemble du département, le département de Bouches-du-Rhône, qui compte 3 ressorts judiciaires, Marseille, Aix-en-Provence et Tarascon. Voilà. Au total, c'est plus de 500 dossiers sur la ville de Marseille qui ont été dépouillés. Donc, rien que sur cette ville-là, c'est déjà une très grosse étude, et la plus grosse à ma connaissance qui ait jamais été faite. Alors, jetons un petit coup d'œil pour commencer sur les infractions qui étaient poursuivies. Le petit tableau que vous voyez, alors évidemment, il n'y a pas 537, il y en a beaucoup plus, puisque une même personne peut avoir commis plusieurs infractions et se retrouver dans une même procédure pour plusieurs infractions. Vous voyez ici qu'on a affaire, en gros, une fois sur deux, dans la moitié des cas, des atteintes aux biens, qui sont des vols avec ou sans violence, des cambriolages, des recels, etc., bref, ou des dégradations, des atteintes aux biens. Ensuite, nous avons un petit tiers constitué d'atteintes aux personnes, c'est-à-dire de violences physiques, verbales ou sexuelles, principalement physiques, on le verra. Ensuite, vous avez bien entendu les infractions à la législation sur les stupéfiants, qui sont principalement, comme partout, des usages ou des usages-reventes. Et enfin, nous avons ce qu'on peut appeler des atteintes à l'ordre public, qu'il s'agisse de dégradation de biens publics, des infractions routières, des délits routiers, en particulier la conduite sans permis, le délit de fuite, les grands classiques, ou bien ce qu'on appelle les IPDAP, les infractions à personnes dépositaires de l'autorité publique,
tels que les outrages, rébellions, violences, c'est-à-dire en fait les contrôles de police ou de gendarmerie qui tournent mal, hein, pour dire les choses concrètement. Quant aux détentions d'armes, c'est ce qu'on peut relever à l'occasion des contrôles. Et ça, donc, ça pèse un septième, au fond, vous le voyez, voilà. Et puis, dernière chose à dire, c'est que donc, les jeunes, 2 fois sur 3, on a affaire à des jeunes qui ont agi à plusieurs. Hein, il ne faut jamais l'oublier. Les dossiers judiciaires individualisent bien sûr les choses, puisqu'on poursuit une personne et on cherche la responsabilité qui est toujours individuelle face au droit. Mais dans la réalité, 2 fois sur 3, les délits qui sont poursuivis ici ont été commis dans le cadre de la dynamique de groupe, hein, de l'entraînement dans un petit groupe. Voilà. Alors, quelques éléments de profil sociodémographique de ces jeunes. 90% de garçons, 10% de filles. J'ai écrit dans ma carrière plusieurs papiers sur les premières recherches qui ont été réalisées en France sur la délinquance des jeunes, qui ont été réalisées dans les années 60 et 70, dans un centre de recherche qui était implanté dans une petite ville de la région parisienne qui s'appelle Vaucresson, pour une raison très précise, qui est que c'était également le lieu où était implantée à l'époque l'École nationale de formation des personnels de ce qu'on appelait à l'époque l'éducation surveillée, avant que ça devienne la protection judiciaire de la jeunesse et avant qu'il y a quelques années, elle déménage à Roubaix. Voilà. Et donc, Vaucresson, pendant des années, c'était là qu'il y avait l'école de formation et que par ailleurs, le ministère de la Justice avait eu la très bonne idée à l'époque d'y adjoindre aussi un centre de recherche où on pouvait du coup travailler sur le public et évaluer les méthodes de travail des professionnels. Voilà. Ça paraît une excellente idée. Et donc, l'équipe de Vaucresson, dans les années, qui publiait une revue d'ailleurs, qui s'appelle Les Annales de Vaucresson, a publié dans les années 60 et 70 les premières recherches sur la délinquance des jeunes en France. Et donc, quand on les connaît, on peut faire des comparaisons et on peut regarder si la vision historique de déclin, c'est toujours pire, dont on parlait au début, correspond à une réalité ou pas. Et ben, pas de chance, non, hein, ça ne correspond pas à la réalité. On va le voir ni sur le sexe ni sur l'âge. C'est-à-dire que le partage, en gros, entre 85 et 90% de garçons, entre 10 et 15% de filles dans les prises en charge judiciaires, c'était déjà celui qu'on trouvait dans les années 60. Hein. Et il n'y a pas plus de filles qu'à l'époque. Dans les années 60, on trouvait aussi, j'ai dépouillé aussi beaucoup de presse, d'archives de presse à l'époque, on trouvait aussi des articles qui vous annonçaient qu'on avait trouvé la première bande de filles. Hein. Dès qu'on en a trouvé une, c'est toujours la première en fait. Bon, c'est une blague en fait. Hein. Voilà. Donc non, ça n'a pas changé au fil du temps. Ce qui, je ne peux pas le faire ici, j'en ai pas le temps, mais ce qui d'ailleurs est en soi un sujet très intéressant de discussion, c'est-à-dire comment se fait-il que l'hypothèse que ça ait changé, au fond, ce rapport garçon-fille, elle est légitime, puisque par ailleurs, dans la société française, le statut des hommes et des femmes a considérablement évolué depuis les années 60. On est passé d'une domination structurelle à une égalité formelle, on va dire, qui est loin d'être encore une égalité réelle, bien sûr, mais ça progresse. Bon. Donc ce serait légitime de se dire que dans tous les domaines, ça doit avoir des conséquences et que donc on devrait trouver plus de filles aussi dans la délinquance. La réponse est non. Voilà. Et d'explication, hein, et qu'on touche là à ce qui constitue, on touche là à de la géologie, si vous voulez, des couches géologiques profondes de construction sociale, de ce que c'est de ce qu'est et de ce que sont la masculinité d'un côté et la féminité de l'autre. Bon, mais je n'ai pas le temps de développer. J'ai fait une conférence entière à ce sujet-là que vous trouverez en ligne si ça vous intéresse ou dont je pourrais donner la référence plus tard. Regardons ensuite donc l'âge de ces jeunes. Là, vous avez le tableau, la répartition par âge. Retenez qu'en moyenne, ils sont âgés d'un peu moins de 16 ans et demi au moment de leur prise en charge, mais qu'ils étaient âgés de 15 ans au moment du premier délit. Et c'est à nouveau, à très peu de choses près, ce qu'on trouvait dans les premières études des années 60. Donc cette idée de ces jeunes qui rajeunissent en permanence, blablabla, c'est un blabla, encore une fois, c'est un blabla. Hein. Non, ils n'avaient pas 18 ans en 1960, ni 21 en 1800, je ne sais pas quoi, ni 30 ans, je ne sais pas quoi. Non, pas du tout, voilà, c'est juste pas vrai. Voilà. C'est bien là, quelques 15 ans, ce qui correspond par ailleurs au pic de l'adolescence. Hein. Voilà. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure, si j'ai le temps de parler des autres modes d'enquête qui nous informent là-dessus, qui sont ce qu'on appelle les enquêtes de délinquance auto-déclarées. Donc, 90% de garçons, 10% de filles et un âge moyen au premier délit de 15 ans.
Bon, là, je passe rapidement, pardon, je veux dire, parce que c'est Marseille, mais c'est pas pour parler de Marseille, c'est plutôt pour des leçons plus générales qu'on peut en tirer. On regarde évidemment l'origine familiale de ces jeunes, où est-ce qu'ils sont nés, d'où venaient leurs parents, etc. On a affaire massivement à des jeunes qui sont nés en France, comme sur tous les territoires, la délinquance est locale. À Marseille, on a trouvé un peu moins de 12% de jeunes qui étaient nés au Maghreb, 5% à Mayotte et aux Comores, ce qui n'a rien d'étonnant, hein, puisque Marseille est une ville d'immigration, c'est un port, et que ces quartiers populaires sont habités massivement par des populations qui sont origines de toutes les vagues d'immigration qui ont constitué notre pays. Hein. Il faut savoir que au début du XXe siècle, un quart des habitants de Marseille étaient des Italiens. Bon. Donc, si on va sur une époque plus récente, à partir des années 60, il y a eu une immigration principalement maghrébine, puis plus récemment issue des îles de l'archipel des Comores. Donc, ça n'a rien de surprenant, c'est à l'image de la démographie générale de la population, en réalité. On regarde aussi évidemment quelle est l'adresse des gens, on ne la relève pas, mais on la regarde et pour la coder, donc on peut savoir quel type de quartier ils habitent. Donc ça permet de démentir cet autre stéréotype local qui veut qu'à Marseille, tous les jeunes délinquants viennent forcément des quartiers nord. Ce n'est pas vrai du tout. Ce serait bien mal connaître d'ailleurs la géographie sociale de la ville. Donc certes, on a ces quartiers nord avec ces immenses ensembles extrêmement dégradés qu'on trouve dans le 13e, 14e et 15e arrondissement. Mais en réalité, on a également des indicateurs de pauvreté qui sont tout aussi importants dans le centre de Marseille, où il reste comme ça des enclaves de pauvreté extrêmement fortes, comme c'était le cas dans beaucoup de centres-villes jusqu'à une époque récente, même s'il y en a de moins en moins, puisque les centres-villes se boboisent, comme on dit, de plus en plus, et sont l'objet de beaucoup d'opérations de réaménagement urbain. Et puis on trouve un troisième tiers de nos jeunes qui vient en fait des enclaves de pauvreté des quartiers sud de la ville de Marseille, où il y en a aussi tout un tas. Voilà. Donc l'idée que, bref, ça dément simplement ce préjugé ordinaire qui forcément identifie, et je pense que dans toutes les agglomérations, c'est un peu comme ça. Je suis persuadé qu'à Strasbourg, si on dit délinquant, j'imagine qu'on va automatiquement coller à ça un ou deux noms maximum de quartiers qui sont le stéréotype absolu. Voilà. La réalité est évidemment toujours beaucoup plus diverse. J'y reviendrai. Quelques petites informations glanées au passage dans ces dossiers pour rappeler que c'est quand même intéressant. On a une petite moitié de ces jeunes qui sont en mauvaise santé. C'est noté par les éducateurs, les psychologues dans leurs rapports. Parfois même, il y a des certificats médicaux qui sont produits ou des témoignages de prise en charge médicale plus ancienne, de jeunes qui ont des rendez-vous réguliers, etc. Donc, on a une petite moitié qui sont en mauvaise santé pour plein de raisons, mais la plus importante des raisons est qu'ils ont des addictions fortes au cannabis et que ça finit par provoquer des problèmes de santé. Addiction forte, ça veut dire fumer du matin au soir, hein, très clairement. Donc, c'est loin d'être le seul problème, hein, il y en a tout un tas, y compris des problèmes très ordinaires de déficience partielle de telle ou telle fonction, voilà, jusqu'au fait de ne pas bien voir, mais de ne pas avoir les moyens d'avoir changé ses lunettes ou des choses comme ça. Hein, bon, je ne parle pas de la dentition, enfin bref, tous les problèmes de santé qu'on va rencontrer en milieu précaire, chez les jeunes comme chez les adultes. On va trouver aussi évidemment des jeunes qui ont des handicaps physiques ou mentaux relevés, ce qui n'est qu'une partie de la réalité, bien sûr. Hein. Il y a des handicaps plus légers qui ne font pas l'objet de reconnaissance officielle comme handicap. Mais voilà, retenons qu'à tout ce qui peut être lié dès le départ à leur santé, aux transmissions familiales, etc., se rajoute à ça le fait qu'ils sont devenus adolescents des gros consommateurs de cannabis et que ça dégrade également leur santé. On note aussi au passage, c'est intéressant, mais c'est pour autant qu'on ait l'info, donc elle est partielle, mais on a quand même déjà plus de 40% des jeunes dont on sait qu'ils ont fait l'objet d'un suivi social antérieur, que ce soit la protection judiciaire de jeunesse ou l'aide sociale à l'enfance. Et je répète, c'est une information qui n'est pas systématiquement connue et transmise dans les dossiers, donc c'est un minima. On peut penser que c'est probablement plutôt une moitié de jeunes qui étaient déjà connus. Et enfin, on en a un sixième d'entre eux qui étaient même déjà connus de la justice, hein, qui sont là comme réitérants ou récidivistes, si on veut. Alors, on va surtout s'intéresser maintenant à ce qui constitue les véritables facteurs, hein, de cette délinquance juvénile.
qui n'est ni le sexe, ni l'âge, ni l'origine, ni que sais-je, hein, mais qui sont, on va le voir petit à petit, qui sont au fond, j'y reviendrai en conclusion, hein, qui sont les grandes ruptures qui ont marqué leur vie, leur socialisation à ces jeunes, en sachant que la socialisation d'un jeune se fait principalement dans trois groupes qui se succèdent et se superposent petit à petit, hein. Le premier, c'est bien entendu la micro-société familiale. Hein, c'est le premier milieu de socialisation d'un jeune. On va y revenir. Il y a des problèmes qui caractérisent très clairement les jeunes délinquants et qui se sont produits dans leur enfance, dans leur famille, dans leur socialisation familiale. Et ensuite, un deuxième grand bain de socialisation qui est l'école. Et on va voir que là aussi, de manière encore plus forte même, quelque chose caractérise précisément notre public jeune délinquant, hein, dans un certain nombre de ratés à l'école. Et puis, il y a un troisième milieu de socialisation qui sont les pairs, PIRS, hein, les copains, les copines, bande ou pas, ce n'est pas le problème, le mot. C'est une caractéristique, là aussi, de la jeunesse, de la vie ordinaire. Hein. Il est psychosociologiquement normal qu'à partir de la préadolescence, les jeunes soient de plus en plus déterminés par les sociabilités juvéniles, que s'identifient de plus en plus aux autres jeunes, c'est à eux qu'on veut ressembler, parler comme eux, s'habiller comme eux, choisir un style musical, vestimentaire parmi l'offre qui existe, etc. Et être très influencé par les copains, les copines. C'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau, hein, même si, j'en dirai un mot tout à l'heure sans doute, même si évidemment ça ne cesse de poser régulièrement quelques soucis, et des soucis qui sont à certains égards redoublés récemment par certains mauvais usages d'Internet et des réseaux sociaux. J'aurai l'occasion sans doute d'en dire un mot tout à l'heure en conclusion. Quelques fragilités qu'on repère ici. Alors, on a des taux de divorce et de séparation qui sont beaucoup plus importants qu'en population générale dans les familles de nos jeunes, mais ce n'est pas en soi ce qui est l'essentiel, hein, vous le pressentez certainement. Ce qui compte, ce n'est pas la forme juridique d'une famille, que les parents soient encore mariés ou séparés, ça ne dit rien de leur relation. Ce qui compte, c'est la réalité des dynamiques relationnelles, hein. C'est l'ambiance, la relation qu'il y a dans la famille, et on va le voir, c'est en particulier la question de la conflictualité ou pas des relations familiales. Mais facteur, c'est un indicateur donc en fait de cette conflictualité, le fait qu'il y ait autant de parents qui sont séparés ou divorcés, avec également de manière plus importante qu'en population générale, des jeunes en fait qui n'ont qu'un seul parent. Pas simplement parce que les parents ont divorcé, qui n'en ont réellement qu'un seul, parce que l'autre n'est pas là, est décédé, est en prison ou a véritablement abandonné sa famille pour partir dans un autre pays, pour refaire totalement sa vie et n'a plus aucune relation avec ses enfants, ce qui est en général le cas des pères, bien entendu, donc une partie des pères. Donc ces premiers indicateurs là, de fragilité ou de fracture partielle des familles sont à retenir. On va y voir, je vais y revenir en parlant davantage des relations, des dynamiques relationnelles. Retenez aussi que d'emblée, quand on analyse ces jeunes, on voit tout de suite qu'on ne se situe pas n'importe où dans la société, on se situe en milieu de précarité socio-économique, très clairement. On a près de 60% des mères et 27% des pères qui sont chômeurs ou inactifs dans notre étude. Et quand ils ne sont pas chômeurs ou inactifs, le reste, presque tout le reste sont en réalité des ouvriers ou des employés. De sorte qu'on a 85 à 90% des familles qui appartiennent au milieu populaire. Et quand on rentre un petit peu dans le détail, lorsqu'on a dans les dossiers des détails, ce n'est pas le cas pour tous, mais lorsqu'on les a et qu'on regarde un petit peu, on s'aperçoit assez vite qu'on a même affaire aux fractions les plus précarisées des milieux populaires, de manière majoritaire. On a quelques informations également sur la fratrie. On a évidemment, je dis évidemment puisqu'on est donc en milieu populaire, où on a encore relativement souvent des fratries nombreuses. Donc on a un petit tiers de nos jeunes suivis par la PJJ qui appartiennent à des familles nombreuses. Important de savoir aussi qu'on a la moitié de nos jeunes qui ont un autre membre de leur fratrie plus âgé, donc en général, qui se trouve être chômeur ou inactif. Et ça, c'est quelque chose. Quelqu'un a oublié de couper son micro à nouveau. Il ne peut pas gérer des loyers à payer. Il faut couper vos micros.
C'est important parce que concrètement, ça veut dire qu'on a affaire à, la plupart du temps, donc, un jeune, un adolescent garçon donc de 15-16 ans, mais qui donc, au moins une fois sur deux, a un grand frère ou une grande sœur qui est au chômage ou inactif. C'est-à-dire il a un mauvais exemple d'une société qui n'intègre pas les gens sous les yeux, qui est un de ses aînés, qui est déjà en galère, comme disent les jeunes. Voilà. De même qu'il a également dans la moitié des cas, il a un autre membre de sa fratrie également suivi par la PJJ. Ce qui rappelle qu'il y a quand même beaucoup de fratries dans le public jeune délinquant. Encore une fois, quand on individualise, on voit, voilà. Donc non seulement les choses sont commises à plusieurs et en petits groupes, mais qui plus est, souvent dans ces petits groupes, il y a plusieurs frères, puisqu'on a affaire principalement à des garçons. On a même un jeune sur 5 qui a un autre membre de sa fratrie qui a déjà été incarcéré. Donc on a donc affaire non seulement à des phénomènes souvent qui ont une dimension familiale, mais qui plus est, a fortiori, lorsqu'on est sur les cas graves, on va dire. Alors, pour comprendre ces questions familiales, il faut aller au-delà de la forme, donc, la forme juridique, de savoir si les parents sont séparés ou pas, si les familles sont monoparentales ou pas, etc. Il faut s'intéresser au contenu réel, aux relations dans la famille, car c'est ça qui est véritablement le souci, donc la dynamique relationnelle intrafamiliale. Bon, là, au début, j'ai mis ce qui est simplement un autre indice d'instabilité, le fait que les gens déménagent souvent. Bon, c'est juste un signe d'instabilité. Mais plus important, c'est ce qui suit, c'est-à-dire regarder ce que disent les jeunes des relations qu'ils ont avec leurs parents. On a ici affaire majoritairement à des jeunes qui ne vivent qu'avec un seul parent, en général qui vit avec leur mère et frères et sœurs, donc, on l'a dit. Et on a surtout, même pas 30% des jeunes qui disent avoir des bonnes relations avec leurs parents au singulier ou au pluriel. Avec l'autre parent, les relations sont mauvaises ou même inexistantes, lorsque on a affaire donc, notamment à des pères qui ont abandonné complètement la famille. On a seulement la moitié des jeunes, donc, qui sont principalement des garçons, disant qu'ils ont des bonnes relations avec leur mère. Et seulement un cinquième qui dit avoir des bonnes relations avec son père. Et c'est important ici, parce que quand vous regardez les enquêtes en population générale sur l'ensemble des ados en France, donc inclus vos enfants, nos enfants, etc. Quand on regarde les ados en général, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on a plus de 90% des jeunes qui disent oui, bien sûr, il peut m'arriver de m'embrouiller un peu avec mes parents, on peut s'engueuler, j'ai eu une mauvaise note à l'école, j'ai machin, bref. Voilà. Mais globalement, ils décrivent des bonnes relations, des relations aimantes, etc. Et une absence de. Or là, on a au contraire des jeunes qui sont majoritairement en conflit dans leur famille. Et qui plus est, on a, lorsqu'on regarde cette fois ce qu'on peut savoir sur l'histoire du couple parental, on a également un couple parental qui lui-même est principalement en conflit. Que ce conflit existe toujours ou qu'il se soit soldé par la disparition au fond d'un des deux parents. Voilà. Donc on a une conflictualité parentale et une conflictualité parent-enfant. Et ça, je répète, quand on le compare aux enquêtes en population générale sur l'ensemble des citoyens français, ça caractérise vraiment notre public jeune délinquant. Voilà. Et enfin, je vous ai mis ce qui est également une information extrêmement importante concernant les maltraitances subies par notre public adolescent délinquant lorsqu'il était enfant. C'est quelque chose dont les pédopsychiatres, certains pédopsychiatres parlent depuis longtemps, bien sûr, mais sans pouvoir en faire des statistiques au fond, parce qu'ils se basent uniquement sur leur patientèle en réalité. Bon. Là, quand on regarde de manière plus générale, encore une fois, tous les jeunes qui sont pris en charge, on arrive à ce résultat qui est la dernière phrase de la diapo, c'est-à-dire qu'on a ici 40% des jeunes qui disent avoir déjà subi durant son enfance des violences physiques pour l'essentiel, assorties en général de violences sexuelles, de violences verbales, pardon, ça va ensemble, et dans une toute petite majorité des cas de violences sexuelles. Et là encore, je pense que c'est un minima, c'est-à-dire que pour autant que les jeunes le conscientisent, pour autant qu'ils parviennent à le dire, qu'ils osent le dire à un adulte qui est en face d'eux, que ce soit un éducateur ou un psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse, il y a forcément un chiffre noir là-dedans, une part des jeunes
qui soit ne se l'avoue pas à lui-même, soit ne veut pas le dire à un adulte pour qu'il n'a pas forcément ou pas encore toute confiance pour dire des choses aussi intimes et aussi douloureuses. Donc c'est un minima, on est peut-être plutôt là aussi autour de la moitié que de 40%, voire plus peut-être. Voilà. Donc c'est très important, j'y reviendrai tout à l'heure, dès lors qu'on veut penser par ailleurs la prévention, c'est très important de savoir que notre public ado-délinquant est un public qui, au moins une fois sur deux, recoupe antérieurement un public d'enfants maltraités. C'est une information cruciale. Comme est tout à fait cruciale la série d'informations qui suit sur la scolarité de ces adolescents délinquants. Ce sont les indicateurs statistiquement les plus forts que vous avez là sous les yeux, qui vous montrent que le fait d'être en difficulté, en échec, avec un parcours émaillé de problèmes, d'incidents, d'exclusions, etc., c'est la règle générale. Et c'est la plus importante statistiquement caractéristique du public adolescent délinquant qui nous intéresse. Vous avez les 80% des jeunes qui présentent des lacunes scolaires, qui ont connu des aménagements de scolarité, qui ont connu des épisodes de déscolarisation, qui ont un mauvais rapport à l'école, qui ont connu toute une série d'incidents dans leur scolarité. Et pour la plupart d'entre eux, ces difficultés scolaires, ces situations d'échec, pour beaucoup d'entre eux, ne sont pas nouvelles, ne sont pas apparues du jour au lendemain. Elles remontent à des difficultés, à des troubles de l'apprentissage qui sont très anciens. Ceci se voit par le fait que les 2/3 de nos adolescents délinquants avaient déjà redoublé au moins une fois au primaire, ce qui est très rare aujourd'hui dans le public, pour l'ensemble des cohortes, de faire redoubler au primaire. Et quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit, lorsqu'on a certains bulletins scolaires complets, qu'on retrouve des choses anciennes, etc., on s'aperçoit que ce qui est classique, c'est ces jeunes, au fond, dont la situation d'échec scolaire éclate au collège, souvent dès la 6e, 5e. La situation, au fond, se révèle, elle est reconnue, elle est étiquetée, elle est caractérisée, elle est énoncée comme ça, avec toutes les conséquences que ça a pour le jeune, qui, du jour au lendemain, devient donc l'élève raté, le mauvais élève, celui qui ne s'en sort pas, celui qui est bête, qui est nul, qui est moins intelligent. C'est tout ça que ça renvoie, bien sûr, avec tout ce que ça veut dire en termes d'effondrement narcissique, d'incapacité, etc. Pour le jeune et pour sa famille, parce que quantité de jeunes, par ailleurs, dans des entretiens qui racontent ça. Je me souviens d'une recherche que j'avais fait aussi avec toute une petite équipe, dont Marouane, dont Véronique Legoisiou, etc., qu'on avait fait sur les émeutes de 2005. Les entretiens qu'on avait fait grâce à un d'entre nous, c'était grâce à Abdelrahim Maï Tomar. On avait fait des entretiens avec des émeutiers. On était, à ma connaissance, la seule équipe qui avait réussi à faire ça. Et c'était frappant quand on faisait raconter leur vie à ces jeunes. Il y avait en particulier des jeunes qui avaient incendié ou tenté d'incendier des bâtiments scolaires. Ça avait beaucoup choqué à l'époque, en 2005. C'était frappant de voir les jeunes, quand ils racontaient leur histoire, de voir à quel point cet échec scolaire avait quelque chose de traumatique pour eux dont ils avaient des souvenirs précis et cuisants, avec parfois des souvenirs de la scène de classe qui tout d'un coup c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, tout d'un coup la petite phrase qui va symboliser tout ce que tout le monde pressent depuis un moment et qui va dire, au fond, voilà, tu n'arrives plus à suivre, tu es nul, tu es moins intelligent, tu es raté, tu es en échec, voilà, tout ce que ça va signifier à ce moment-là. Donc ça, c'est tout à fait fondamental. Ça, la plupart du temps, ça remonte à loin, même si ça a tenu, et avec un ou deux redoublements, de la bienveillance, etc., on est passé au primaire, et puis quand on arrive au collège, ça ne suffit plus, ça ne marche plus, et tout d'un coup, apparaît comme un échec, ce qui en fait se prépare la plupart du temps depuis le début. Les troubles de l'apprentissage, ce sont des choses que les enseignants de maternelle commencent à formaliser d'abord pour eux, avant que ça devienne des diagnostics officiels, mais commencent, eux, à formaliser dès la grande section de maternelle. Moi, dans mes entretiens, je constate ça régulièrement, parce que je pose la question, bien sûr. Voilà. Quand on demande aux enseignants, sur la base de leur expérience, qu'est-ce qu'ils déjà comprennent comme trouble de l'apprentissage, ils sont capables de vous faire la liste des gamins de leur classe dès la grande section de maternelle. Voilà, on ne peut pas encore poser un diagnostic précis de dyslexie, de dysphasie, de dyspraxie, de dysorthographie, tout ce qu'on veut, mais c'est de ça dont il s'agit.
Bon. Et selon les classes, de mes propres études empiriques, que je continue, y compris actuellement sur le terrain corse où je travaille, selon les écoles, on a en réalité une proportion que j'évalue entre 8 et 15%, pour donner une fourchette, donc une moyenne de 12% environ, de jeunes qui ont tel ou tel trouble de l'apprentissage qu'on peut repérer dès la fin de la maternelle. Et le problème qui se pose ici, on le verra tout à l'heure en prévention, c'est évidemment la réponse et les défaillances de la réponse qu'on a par rapport à ça. Alors, je dis un petit mot. Il me reste combien de temps, Laurent, j'allais justement vous faire un petit signe. Là, normalement, comme on n'a pas beaucoup de temps après, on pourra aller jusqu'à 11h, 11h05. Donc, si vous pouvez prendre encore 5 minutes, ça vous va? D'accord. Merci. Dans ce cas-là, je ne commande pas la diapo que j'avais prévue pour faire un petit focus sur les filles. Je le dis en une phrase. Elles sont beaucoup moins nombreuses, on l'a vu, 90-10. Mais quand on regarde spécifiquement les trajectoires des filles, on s'aperçoit qu'elles sont dans des situations encore plus dégradées que les garçons, sur quasiment tous les indicateurs. Voilà. Comme si, au fond, pour qu'une fille en vienne à se comporter aussi comme ça, il fallait vraiment que, voilà, encore plus que pour les garçons. Je voulais signaler aussi rapidement, je n'insiste pas, que le tableau que je brosse est évidemment pas très gai, il est assez noir, mais c'est la réalité. Ce qui ne veut pas dire qu'évidemment qu'on ne peut rien faire et que c'est désespérant. On note aussi dans nos dossiers, quel mauvais lapsus, on note aussi dans nos dossiers que néanmoins, en gros, une fois sur deux, les jeunes et leurs familles adhèrent aux mesures qui sont proposées par le juge des enfants et par les éducateurs, etc. Et que les éducateurs ont le sentiment que les choses progressent, qu'on est sur la bonne voie, qu'on est dans les bons processus, etc. Donc, selon que vous voudrez voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, vous vous attacherez à ça ou à l'autre. Mais voilà, c'est difficile. Une fois sur deux, on a même du mal à faire adhérer un jeune ou sa famille, donc ça complique évidemment tout à fait tout ce qui va suivre. Mais inversement, voilà, il y a aussi d'autres cas où les gens comprennent, admettent et on travaille. Voilà. Ce qui ne veut pas dire non plus que du coup, comme par un effet magique, du jour au lendemain, on va régler les problèmes. Non. De toute manière, ça va prendre du temps, je vais y revenir. Mais la première étape, évidemment, c'est de reconnaître qu'il y a un problème et d'adhérer à minima au fait qu'on a besoin d'être aidé et accompagné pour s'en sortir. Alors, pour comprendre maintenant un petit peu tout ce que je viens de dire et le généraliser, on a une notion sociologique qui est très bien aujourd'hui, c'est celle qu'a théorisée Serge Pogam sur les liens sociaux. Serge fait ça de manière très pédagogique, très bien. Donc moi, je reprends ça tout à fait à mon compte. Il a fait un petit que sais-je qui s'appelle le lien social, ou si vous voulez lire rapidement, vous retrouverez tout ça, les 4 types de liens sociaux qui construisent, à travers lesquels se socialise tout individu, les liens familiaux, les liens de participation élective, les liens de participation organique et les liens de citoyenneté. Ce sont bien 4 dimensions tout à fait fondamentales de la socialisation d'un jeune, et c'est dans les ruptures de ces liens-là qu'il faut comprendre l'essentiel des problèmes de délinquance juvénile, très clairement. Et on a vu à travers les dossiers que je viens de vous présenter comment dans les contextes les plus dégradés, on est sur Marseille avec des niveaux de pauvreté extrêmement importants, etc. On voit bien au fond ce mauvais triptyque, ce cumul, c'est ça qui est important, la notion de cumul, de rupture des liens sociaux ou de fragilisation des liens sociaux. On a vu en l'occurrence ici chez nos jeunes Marseillais combien fonctionne malheureusement le cumul des ruptures familiales, des ruptures scolaires et par ailleurs du contexte de grande précarité socio-économique. Voilà, c'est le cumul des choses qui n'est pas une toute seule, c'est le cumul des choses qui rend les situations les plus problématiques. Et les jeunes les plus problématiques sont ceux qui cumulent le plus tout ça, qui ont à la fois les plus grandes conflictualités familiales dans leur histoire, le passé de maltraitance lui-même, l'échec scolaire, le contexte de vie ultra précarisée. Voilà, le cumul de tout ça donne les situations les pires. Les jeunes qui cumulent les mesures, qui mettent en difficulté, dont on ne sait plus quoi faire, les classiques, les cassos, les incasables, les machins, bref, tout un jargon dans les différents métiers pour désigner ces jeunes qui mettent le feu partout où ils passent, au propre comme au figuré. Voilà. Donc, vous voyez, leçon générale qu'on a tirée de ça, les violences intrafamiliales, je l'ai dit tout à l'heure, il faut prendre ces choses-là très au sérieux. C'est difficile en France, c'est une des choses qu'on sait moins bien
pas qu'en France d'ailleurs, hein, c'est compliqué de travailler là-dessus, mais c'est un vrai enjeu. Donc la protection de l'enfance, c'est absolument une dimension majeure de cacher derrière tout ça. Donc c'est aussi un partenaire fondamental pour toute politique de prévention, et il faut absolument s'interroger et travailler là-dessus. L'échec scolaire, on l'a vu, deuxième dimension absolument majeure, deuxième dans l'ordre chronologique, première même en importance, hein. Il faut dire les choses très clairement. La société, l'école, c'est la société des enfants, hein, au même titre que le travail. Pour nous, c'est notre participation à la société. Pour les enfants, c'est l'école, c'est leur société. Et donc, l'échec scolaire et toutes les formes d'exclusion scolaire, c'est la première exclusion de la société. Voilà. C'est comme ça qu'il faut poser les choses pour, je pense, les comprendre dans toute leur lourdeur, au fond, hein, sociologique. De même que le chômage est une exclusion de la société, avec tout le vécu d'humiliation, de dévalorisation, etc. Eh ben, l'échec scolaire, c'est la même chose pour les enfants. Voilà. Qui plus est, à un âge où on l'a dit, ils sont extrêmement dépendants du groupe d'ados du même âge, du regard des autres, de la réputation qu'on se forge chez les autres. Donc, la situation d'échec scolaire d'un adolescent, c'est un problème majeur, absolument majeur, et qui doit nous occuper de manière prioritaire dans les partenariats de prévention. Ce qui, bien sûr, n'est pas facile. D'abord parce que ça suppose de faire travailler ensemble des institutions d'État, l'éducation nationale, bien sûr, la politique de la ville, tout le secteur associatif, les parents d'élèves, etc., le soin, la santé. Et ce n'est pas facile parce que, par ailleurs, c'est un des secteurs où il y a eu le plus une disproportion, une inadéquation, hein, entre l'offre et la demande. Hein. Les besoins sont très grands. La réponse, qui est le diagnostic et la rééducation des troubles de l'apprentissage, la remise à niveau, si vous voulez, que ce soit côté CMPP ou côté orthophonie en libéral, est gravement défaillante en France, avec des listes d'attente démesurées qui n'ont pas de sens. Hein. S'il faut attendre un an avant une prise en charge quelconque, ça veut dire en fait que nous, on n'est pas capable de prendre en charge les problèmes, car ce n'est pas possible d'attendre. Bon, voilà. Donc ça, c'est un vrai gros souci. Je ne rentre pas dans le détail, hein, mais il y a tout un grand problème en France, avec l'orthophonie notamment, hein, qui pâtit d'un numerus clausus, d'une carence absolue qui est tout à fait incompréhensible, hein, et que maintiennent aujourd'hui le ministère de la Santé, les ARS, d'une manière tout à fait indue, idiote. Voilà. Mais il faut néanmoins faire ce qu'on peut pour travailler là-dessus, c'est tout à fait fondamental, et le faire conscientiser le plus possible aux autres. Voilà, j'avais rappelé que la troisième dimension qu'on ne voit pas sortir dans les dossiers, c'est la vie en groupe des jeunes, donc la vie dans la rue, la vie dans le quartier, la vie dans et autour des établissements scolaires, etc. Donc la question de qui au fond est dans la rue, qui est capable d'aller au contact d'un jeune dans la rue est essentielle. Donc cette présence éducative qu'il a fait, historiquement c'est la prévention spécialisée, hein. Donc question à poser, acteur important, inégalité très forte selon les territoires, certains où il y a une tradition forte de prévention spécialisée qui s'est maintenue, et puis d'autres secteurs où elle a été gravement réduite, hein, pour des raisons politiques, puisque tout ça dépend des conseils départementaux, et que la prévention spécialisée, et contrairement à l'aide sociale à l'enfance, n'est pas une obligation, hein, pour les départements. Donc il y a certains départements, notamment que je connais bien en région PACA, où la prévention spécialisée a été vraiment maltraitée depuis des années et a perdu la plus grosse partie de ses forces en réalité. Voilà, j'ai rappelé aussi la question, les relations jeunes-police, je n'ai pas le temps d'en parler, la question du temps en justice, c'est très importante, hein, et c'est l'effet bénéfique qu'on peut attendre de la réforme à venir de la justice des mineurs. Il n'y a pas que des effets bénéfiques à attendre, malheureusement, mais il y en a au moins à attendre, qui est cette fameuse césure du procès. L'idée est la suivante, en tout cas celle que j'espère sera bien comprise comme telle à l'issue de cette loi, c'est l'idée qu'il faut bien sûr réagir vite. On ne peut pas se permettre, face à un jeune qui pose un acte de délinquance à l'âge de 15 ans et un mois, on va dire, on ne peut pas se permettre que la réponse que fait la société lui parvienne un an après. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens évidemment, et ce serait une grosse erreur. Mais il ne faut pas non plus faire comme le disent certains politiciens à longueur de journée, juger les jeunes 2 jours après, hein. Il y en a certains qui voudraient faire de la comparution immédiate, systématique pour tous les jeunes, ce qui est une aberration. Voilà. Donc l'idée de césure du procès, ça veut dire qu'il faut que très rapidement on signifie aux jeunes qu'on reconnaît et on prend en charge ce qui se passe. Voilà. On n'est pas dupe, on n'est pas naïf, on sait ce qui s'est passé et qu'on travaille dessus. Mais ça ne veut pas dire prononcer tout de suite une mesure ou une sanction définitive. Voilà. Entre les deux, et c'est ça qui est spécifique à la justice des mineurs, et c'est ce qu'il faut absolument qu'elle conserve, sinon elle n'est plus la justice des mineurs,
et elle s'aligne sur celle des majeurs. Il faut absolument conserver ce temps de mise à l'épreuve, au propre comme au figuré. Hein. Et donc, cette attitude consistant à dire, on sait ce que tu as fait, on le prend en compte aujourd'hui, on va te mettre à l'épreuve pour voir si tu es capable d'évoluer ou pas, et on prendra notre décision finale en fonction de ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Voilà, c'est ça l'idée générale. Et puis, la dernière idée que je voulais rapidement aussi rappeler, c'est celle que la prévention, ça ne se limite pas à la prévention primaire, c'est-à-dire essayer d'empêcher la survenue du premier problème. Hein. La prévention, c'est aussi la prévention de la récidive. Hein. Donc, c'est aussi la réinsertion, c'est aussi la prise en charge des sortants de mesures. Et c'est pour ça que le travail avec la protection judiciaire de la jeunesse est tout à fait important. Ils ont besoin, eux, de travailler en réseau le plus possible et ils ont besoin de pouvoir, en particulier, remettre dans des processus de formation, dans de l'insertion, dans de l'emploi si possible, évidemment, les jeunes qui sortent des dispositifs. Alors, je ne vois plus mon écran, mais ce n'est pas grave, puisque je pense que j'avais en fait terminé mon PowerPoint. Je vous remercie pour votre attention.